Épisode 308, dernier mois de la saison, mois de juin. Merci de nous rejoindre une fois de plus. C'est un nouvel épisode qui commence dès maintenant. Et ce mois de juin débute avec un épisode compilé par David. Salut David et Xavier de l'autre côté qui partagent avec vous ce qu'ils ont retenu chacun de l'actualité technologique et web de la semaine. Il sera donc question de la nouvelle assistante de Samsung, d'une mise à jour de la montre connectée Fitbit, d'un nouveau NUC signé Intel, de la NASA qui repart pour Vénus. Évidemment, on parlera également de la fin de la gratuité de Google Photos et des alternatives possibles. Bonne écoute à toutes et à tous, vous allez bien les gars, il fait un petit peu chaud, alors on s'est plaint pendant tout le mois de mai, on a dit oh il pleut, c'est machin, etc. Et là il y a 2 jours de soleil, enfin un peu plus quand même, en Belgique en tout cas, en France aussi je pense, et là, oh là là il fait chaud, hein. Oh, j'aurais dû mettre la clim, machin, etc. Alors que notre ami à Bangkok... il fait chaud, il est minuit, quelque chose comme ça, hein, si je dis pas de bêtises, et t'as 40 degrés en gros, voilà, il est 1h du matin, et il y a... Ouais, mais là-bas, ils ont la clim dans toutes les maisons, non? Oui, mais... il fait 32 degrés dans le bureau, malgré la clim, donc c'est quand même... Donc c'est ça quoi. C'est quand même un peu, et en plus c'est lourd, non, c'est un peu pesant, c'est un peu humide aussi, je pense, à Bangkok, non, très humide, oui. Ouais, donc c'est très humide. Moi, je supporte pas le chaud humide, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc voilà, on va pas non plus continuer à se plaindre comme ça pendant tout l'épisode, hein, je vous rassure, il y a de quoi faire. On va saluer ceux qui nous ont laissé quelques commentaires, en tout cas 5 d'entre vous, tirés un peu au hasard par rapport à l'épisode de la semaine dernière. On salue Jean-Pierre Crozemary, Nico Mouk, Nicolas Saint-Lay, Engris Boy, ainsi que Toumoisy59. N'hésitez pas, vous aussi, à laisser des commentaires, évidemment, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sous cette vidéo sur YouTube, dans les applications de podcast. S'il est encore possible de laisser des commentaires sur notre blog, lestechno.be, vous y êtes toujours les bienvenus également, donc n'hésitez pas, on lit vos commentaires, on y répond quand ça s'y prête, et en tout cas, dans tous les cas, ça nous fait toujours plaisir de voir que vous réagissez d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas aussi à enrichir cet épisode, parce qu'on ne parle pas de tout forcément, et de temps en temps, il nous échappe des choses, donc n'hésitez pas, vous aussi, à porter votre petite pierre à l'édifice, et de la partager avec la communauté. Comme ça, on peut dire que on fait le tour chaque fois de la question. C'est un petit gimmick qui revient régulièrement quand on parle d'actualité technologique chez nous, en tout cas. Si vous le voulez bien, on va entamer notre abécédaire, puisque c'est comme ça que ça commence toujours, ça commence par la lettre A. A comme Apple, bien souvent, pas toujours, hein, il ne faut pas non plus nous accuser de tous les mots non plus. Il paraît que nous sommes très inféodés à la marque à la pomme, paraît-il. C'est quelqu'un qui avait fait ce commentaire la semaine dernière. C'est faux, c'est archi faux. Si vous allez regarder un petit peu nos statistiques, vous verrez qu'on parle autant d'Apple que de Google et que d'autres marques. Il se trouve que Apple, c'est la lettre A, donc ça revient systématiquement, on commence avec ça. Je suis désolé, ils auraient mis un W à la place du A, ça n'aurait pas fait Apple. Ça aurait fait un truc ridicule et on en parlerait peut-être moins. Enfin bref, Apple TV Plus sur Android, ben voilà, on parle des deux maintenant. Apple, Android, très bien, c'est qui nous en parle? C'est moi. David. Voilà, David. Voilà, donc Apple a démarré le déploiement de l'application Apple TV+, donc pour leur service de streaming de films, de séries, etc. Ouais. Qui était déjà sur Shield, qui était déjà sur Chromecast, sur PlayStation 5, mais maintenant ils le déploient sur les TV Android. Donc sur les Android TV, ils ont démarré le déploiement avec Google. Étant donné que pour déployer ça sur les TV, ça doit être fait de cette manière. En fait, le service Apple TV+, qui pour l'instant est offert en période d'essai gratuite, arrive à expiration le 1er juillet et ça va donner à Apple 1 mois pour essayer de gagner des utilisateurs d'Android TV, essayer de se faire plus d'utilisateurs. Ça ne sera pas disponible pour les box TV Android des opérateurs Internet pour l'instant.
D'accord. En fait, bon, ça vient un petit peu tard, mais on pourrait croire qu'Apple a finalement réalisé que faire les choses à la manière d'Apple n'est pas toujours la bonne méthode pour gagner une guerre de plateformes de streaming. Maintenant, il faudra voir si c'est pas un petit peu tard, un mois avant la fin de l'essai gratuit. Ouais, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Xavier va sans doute me rejoindre sur cette idée-là. C'est déjà le catalogue. Il est quand même pas non plus extraordinaire. Donc côté attractivité, on va dire, elle est pas vraiment au rendez-vous pour l'instant en tout cas. Ça c'est clair. Donc ils ont un peu raté le coche avec cette gratuité provisoire à l'achat d'un device Apple. Je vous fais pas le dessin. Vous aviez accès donc comme tu l'expliquais très bien à Apple TV+, avec un catalogue limité, donc finalement ceux qui ont eu la gratuité vont se désabonner, ils vont passer à autre chose assez rapidement. Ouais. Si tu as Android, tu as déjà accès à Amazon Prime, tu as accès à Netflix, tu as accès à pas mal d'autres sources d'autres plateformes, de contenu, et donc en finalement France, des applications. TV, si on prend la France, si on prend la France, il y a aussi les plateformes locales. Oui, tout à fait. Il y a des télés gratuites, des solutions de streaming gratuites. Et donc, finalement, si tu es sur Android, la seule raison de souscrire à Apple TV, c'est parce que tu voudrais vraiment avoir accès à un contenu exclusif d'Apple. Est-ce que les gens vont réellement payer pour ça? Voilà, je me pose la question. C'est ça, c'est toute la question, effectivement. Déjà, pour les utilisateurs Apple, il est estimé qu'à peu près 30% des gens qui souscrivent aujourd'hui à Apple TV+, utilisateurs des produits Apple, ne vont pas continuer l'abonnement après la période d'essai gratuite. Donc, c'est un grand point d'interrogation, mais bon. Il n'y a pas réellement eu un petit peu tard. Oui, c'est ça, ce que je disais, il n'y a pas eu réellement, pendant cette période propice à mettre en place des produits d'appel, etc. Alors peut-être que maintenant, dans un mois, on va déchanter en disant « Oh là là, ils viennent avec des grosses cartouches », tu vois, juste à la dernière minute en disant « partez pas si vite, on a quelque chose de bien à vous proposer », c'est souhaitable, hein, c'est bon pour la clientèle, on va dire, de manière générale. Reste à voir si ils ont ces grosses cartouches en magasin et s'ils vont les sortir à cette occasion-là. Bon, évidemment, on dira encore qu'il y a la crise du Covid qui a révolutionné un peu tout ça, qui a un peu bousculé tous ces machins-là. Les tournages, tels qu'ils étaient prévus initialement, n'ont peut-être pas pu avoir lieu ou ont été décalés dans le temps, donc ça retarde encore les productions, etc. Mais bon, là, pour le coup, les autres comme Amazon Prime, comme toutes les productions propres entre guillemets sont logées à la même enseigne. Donc voilà, affaire à suivre, mais ça paraît mal embarqué pour Apple TV+, me semble-t-il, soyons clairs. Et au chapitre ratage d'Apple, entre guillemets, on peut aussi noter leur nouvelle plateforme pour les podcasteurs, qui ils envisageaient de proposer aux podcasteurs de faire de contenu payant. Cette plateforme n'est, à ma connaissance en tout cas, et du peu que j'en ai vu, pas encore tout à fait au point. C'est assez buggé encore aujourd'hui et assez difficile de comprendre la philosophie qui se cache derrière. Enfin, en tout cas, ça reste un truc un petit peu flou pour beaucoup de gens, je pense, beaucoup de podcasteurs qui se demandent un petit peu ce qui se passe du côté d'Apple Podcast. Voilà. Bon, on a fait le tour de cette question-là, on a évacué Apple TV+, on s'est fait des amis, et c'est très bien comme ça. F comme fail, il y a eu un gros fail avec des soldats. C'est le résumé. Des soldats qui dévoilent des procédures de sécurité nucléaire, c'est quand même un peu ballot, quoi. C'est un gros fail, on peut le dire, Xavier. Voilà, c'est pas la news du siècle, même si ça aurait pu l'être. Oui. Mais c'est une news que j'ai relevée parce que je pense qu'elle peut apporter quelques recommandations qu'on peut tous prendre en compte. Et donc ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des mesures de sécurité qui ont été dévoilées sur Internet. Mais comme tu l'as dit, ce sont des soldats US. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils ont décidé d'utiliser une application de révision en ligne. Donc, en gros, c'est une application qui te permet de faire des petites fiches et d'étudier de la matière. C'est de plus en plus utilisé par les étudiants. Ça permet de faire des moyens mémotechniques. On a un support visuel, etc. Et puis, on peut répéter. On fait défiler les choses qu'on retient le moins bien le plus souvent.
Et donc, ils ont utilisé une application pour apprendre les protocoles de sécurité de leur base nucléaire. Et en fait, tout d'un coup, ces informations militaires, qui sont évidemment hyper confidentielles, ont été publiées sur Internet. Alors, cette fois-ci, c'est pas la faute d'un stagiaire, c'est en faisant des recherches sur un moteur de recherche, il y a une agence qui s'est rendu compte qu'on pouvait accéder à des centaines de fiches de révision pour les procédures complètes de protection des bases nucléaires américaines qui sont sur le territoire européen. Donc le Benelux, l'Allemagne, l'Italie, la Turquie. Et c'est un média qui est spécialisé dans l'enquête à partir de données qui sont accessibles sur le net, qui a utilisé tout simplement des mots-clés qui sont spécifiques à l'armement nucléaire, comme par exemple, pour ceux qui connaîtraient PAS, c'est un terme qui est utilisé pour identifier des hangars de protection contre les frappes aériennes. Le WS3, c'est le nom donné à l'ensemble du système de sécurité. Le Vault, ce sont des abris anti-atomiques. Et ils ont pu accéder comme ça à des dizaines de fiches qui ont été créées depuis 2013 jusque 2021. Donc c'était encore utilisé jusqu'il y a peu. Alors ils ont évidemment très vite contacté l'armée américaine et l'OTAN, qui a apparemment assez bien réagi et assez vite fait le ménage. Mais donc l'erreur qui s'est passée, c'est qu'ils ont utilisé un logiciel qui est public, donc qui n'est pas étudié pour avoir des normes de sécurité qui soient propres à un gouvernement ou à des sociétés avec vraiment des données sensibles, qui peut lui-même en plus être sujet à des fuites de données. Donc même si ça avait été sécurisé, ça aurait pu, puisque c'est pas dans leur infrastructure propre, être l'objet de fuites de données. Mais en plus, ce qui est plus grave, c'est qu'ils n'ont même pas vérifié si ce qu'ils publiaient était en mode public ou en mode privé. C'est-à-dire qu'il y a des données qui ont été publiées de manière complètement publique. Alors, les infos qui ont pu être reprises là-dedans, t'as par exemple l'emplacement des bases nucléaires, hein, ça pourrait intéresser quelques personnes, le nombre d'abris anti-atomiques, les entrepôts chauds, c'est-à-dire qui hébergent des armes nucléaires, la position des caméras de sécurité, la fréquence des patrouilles de sécurité, des identifiants avec des phrases secrètes d'accès, enfin tout ce qu'on peut imaginer pour faire une belle petite frappe nucléaire dans un pays. Donc voilà, c'était... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas la première fois qu'il y a ce type de soucis, et ça démontre une fois de plus la méconnaissance qu'ont les gens de manière générale, que ce soit des militaires ou autres. Je ne jette pas la pierre à ces gens-là. C'est que les gens perdent conscience de ce que sont ces outils en fait. Ils ne se rendent pas toujours compte que c'est livré à tout le monde, que c'est ouvert à tout le monde. Le précédent problème que j'avais noté, c'était il y a quelques années. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était avec les montres connectées. Je me demande si c'était pas le même des montres Fitbit, mais je peux dire une bêtise, qui étaient en même temps des traceurs GPS. Et donc, ils faisaient leur jogging avec cette montre et se faisaient des challenges quand ils faisaient du sport, etc., dans les casernes, dans leur caserne. Et il suffisait de reprendre leur parcours pour avoir le plan détaillé de la caserne, puisqu'ils faisaient toujours le même tour et passaient par les mêmes chemins, etc. Et malgré que ce soit flouté sur Google Maps, etc., vous preniez les performances de tel ou tel soldat qui faisait son jogging régulièrement pour avoir le tracé complet d'un parcours à l'intérieur de la caserne. C'est le genre de fuite. Voilà, on n'y pense pas tout de suite, mais on se dit, bah oui, finalement, c'est vrai que j'ai donné le chemin à des gens qui ne sont pas supposés connaître ce genre d'informations. Je ne sais pas ce qu'en pense David sur ce genre de fuite. Voilà, Et quand c'est une fuite d'informations militaires, je serais peut-être un petit peu méfiant, parce que parfois les fuites sont un petit peu volontaires. On fait croire à une mauvaise manipulation pour mettre dans la circulation des fausses informations pour tromper l'ennemi. Ah, ça c'est déjà vu en temps de guerre. On ne sait jamais. Oui, c'est vrai. Ça, c'est possible aussi. Mais bon, donc tu veux dire par là qu'on ne sait pas si c'est une vraie ou une fausse fuite. Et s'ils n'ont pas essayé de balancer un truc en disant oh là là ça va être bien, tout le monde va y croire, et puis on n'y croit pas, et puis ça arrive chez les technos. Je veux dire, ça peut sembler énorme que le gouvernement des États-Unis, qui pourtant prend des mesures de sécurité, ils ont toutes les procédures, que premièrement ils utilisent un outil grand public. Je pense que c'est à titre individuel que les soldats ont choisi cette application. Hein. C'est pour étudier.
pour faciliter l'étude des protocoles. Ouais. Ils ont utilisé ce moyen-là, et bon, on peut contrôler ce que les soldats font quand ils sont sur le camp, ou le fait qu'ils aient pas leur smartphone à portée, etc. Mais une fois qu'ils sont chez eux, c'est compliqué de les empêcher d'utiliser. C'est un peu comme si tu travaillais, t'étais commis chez un grand chef cuisinier, pour changer complètement de domaine, et que tu prenais des notes sur Google Drive, par exemple, dans un document partagé sur des recettes de cuisine secrètes, j'y mets des guillemets, mais en tout cas des secrets de fabrication du chef pour qui tu travailles. C'est un peu ça, hein. On est dans le même genre de schéma. Ça peut être dommageable à un moment donné. Mais je ne pense pas que l'armée US ait envoyé volontairement leurs stagiaires ou leurs soldats sur une application qui n'était pas protégée. Ceci étant dit, ça devrait leur donner des idées de déploiement de solutions en interne, et pour le coup, du coup, sécurisées. Ce serait quand même pas complètement idiot de penser. Ils vont peut-être racheter la start-up. peut-être finalement. Mais ouais. c'est ça qui me semble assez surprenant, c'est que le gouvernement des États-Unis, les connaissant comme ils sont parano et comme ils sont fort protectionnistes, je comprends pas comment l'armée n'a pas mis en place une plateforme d'études, un intranet pour les soldats, avec un outil et avec des règles bien précises et interdictions. Voilà, ça sera fait en tout cas. Oui, je pense que ce sera fait. C'est surprenant. Oui. En tout cas, pour l'instant, vous avez une bulle. Allez, on passe à la suite. La lettre F comme... tiens, je parlais de Fitbit, on reparle de Fitbit, qui est maintenant la propriété de Alphabet, hein, je dis pas de bêtises, de Google, donc Fitbit qui a une mise à jour intéressante de son application, enfin de son OS, qui va permettre de repérer les ronflements, David. Voilà, c'est ça. Donc, certains appareils Fitbit, donc tous ceux qui sont équipés de micros, ce qui n'est pas le cas de toutes les montres connectées, mais il y en a quand même pas mal, seront capables de détecter les ronflements. Et donc, il y aura des nouvelles fonctionnalités d'analyse du bruit de ronflement pendant la nuit, ainsi que du niveau sonore ambiant, et de pouvoir détecter la quantité de ronflements qu'on a eu pendant la nuit, si on a eu un sommeil agité. Petit souci, c'est que ça ne peut pas faire la différence entre les ronflements ou celui d'un partenaire éventuel dans le lit. Donc, et s'ils ronflent tous les deux, à mon avis, on va dire tu as beaucoup ronflé la nuit dernière. Oui, c'est ça. Et ça augmente la consommation. Donc, on recommande d'avoir au moins 40% de batterie avant d'aller dormir. Ouais. Ça, c'est un petit peu négatif. En plus de ça, Fitbit est en train de travailler sur un système pour décrire le type de dormeur avec des noms d'animaux. Donc, par exemple, un ours est un dormeur agité, un dauphin est un dormeur qui dort par partie, une girafe c'est un dormeur peu profond, colibri c'est un dormeur court, un kangourou c'est un dormeur qui a du mal à s'endormir, et une tortue c'est un bon dormeur. Mais cette fonctionnalité-là n'est pas encore complètement développée, mais c'est quelque chose qui va arriver. Ils auraient pu prendre des animaux un peu plus correspondants à ce qu'on imagine. Ici, ils ont été encore gentils. Hein. Oui, enfin, c'est assez bizarre, je trouve. C'est un peu infantilisant, je trouve, comme pratique. Ouais. Tu vois, c'est... Oui. Quel ronfleur suis-je ? Oh, ben, je suis un ours, là. Bizarre. Mais ceci étant dit... oui, vas-y, Xavier. Oui. Non, mais non. Je dis, moi, je m'étonne, par contre... Enfin, c'est pas que je m'étonne, mais j'ai l'impression que quand on a une montre connectée, on a souvent un smartphone. Alors, peut-être pas quand on fait du sport, etc., mais quand on dort, etc. Et donc, je pense que avoir ce genre de solution sur son smartphone, ou bien maintenant ceux qui sont partisans de ces solutions, avoir un petit assistant sur la table de chevet, à mon avis, est d'une part plus efficace, puis au point de vue autonomie et tout ça plus pratique. Quoi, donc, je suis d'accord avec toi. Voilà. Il y a une application qui s'appelle iRonfle, par exemple. Moi, j'avais un petit doute à un moment donné. Je l'ai installé, la version gratuite. Elle vous permet de repérer, enfin d'enregistrer non pas toute votre nuit, mais 3 moments clés dans la nuit, parce qu'en plus ça enregistre. Vous pouvez entendre votre ronflement après coup. Ça fait peur, hein. Je vous le dis franchement. Je dis, tiens, il y avait justement, on parlait d'animaux. Il y avait un animal dans la pièce ou quoi. Non, c'est toi. Ah, ok, d'accord. Ceci étant dit, ça n'a pas valeur médicale, hein.
tous ces machins-là, c'est juste vraiment pour une information personnelle, pour si on a le virus du doute, on se dit est-ce que je ronfle vraiment ou pas, machin, etc. Parce que pour avoir un bilan médical qui conduirait éventuellement à trouver une thérapie, parce que bon, on sait que le ronflement et les apnées du sommeil, ça peut être très dommageable pour la santé. À ce moment-là, il faut un diagnostic médical qui se fait soit en allant passer une nuit à la clinique du sommeil en milieu hospitalier, soit maintenant avec certains appareils. Sébastien avait testé ça de manière assez efficace et qui est reconnu maintenant par le corps et par certaines mutuelles d'ailleurs, et qui est un appareil qui se colle sur le menton. Ouais, on en avait parlé dans un épisode. On avait parlé de ça, et qui s'enregistre aussi les données sur un smartphone, et puis vous renvoyez l'appareil parce que vous le louez en fait, hein, vous le donnez en prêt. Et puis qui est bien plus fiable. Et c'est fiable. Ouais. Et donc, en fait, c'est même plus fiable que les tests en hôpital, parce qu'en fait, très souvent, quand tu vas à la clinique du sommeil, en fait, tu dors pas parce que t'es pas chez toi, c'est inconfortable, t'as des fils partout. Et donc, apparemment, ces solutions-là sont même plus fiables. Ouais. Oui, donc voilà, donc des solutions existent. Celle-là, c'est un petit côté gadget, comme c'est souvent d'ailleurs le cas. On l'avait déjà dit, mais il y a très longtemps dans des hors-séries consacrées justement à des appareils dits médicaux. C'est que ce sont des petites indications comme ça qui peut-être peuvent vous mettre la puce à l'oreille et vous permettre d'aller chez votre médecin et d'aller interroger votre médecin pour le coup. Mais c'est comme ces pèse personnes qui calculent votre masse de bonne graisse, de mauvaise graisse, enfin de je sais pas plutôt quoi, c'est bien souvent c'est gadget, ça se vend très cher et ça sert pas à grand chose parce que en bout de course, c'est le médecin qui a raison, c'est le diététicien, c'est des professionnels de la profession qui peuvent mieux vous informer, mais pour le gadget, et comme tu le disais, David, pour voir qui ronfle à la maison, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Voilà. Mais comme disait Xavier, une solution avec un smartphone qui est sur la table de nuit est plus efficace parce que certaines personnes, comme moi par exemple, je dors souvent avec la main sous l'oreiller, donc j'ai la montre qui est en dessous de l'oreiller, donc ça étouffe quand même un petit peu le son de ronflement. Oui. Il y avait une marque qui avait sorti aussi c'était quelque chose qui se glissait d'ailleurs sous l'oreiller pour le coup, et qui était raccordé au smartphone et qui était un espèce de micro en fait qui en plus mesurait les mouvements dans le lit également. Enfin voilà, tout ça pour dire que Fitbit bravo, hein, mais bon, peut mieux faire. Mais voilà, oui. Moi, je crois beaucoup plus à tout ce qui est analyse cardiaque, oxygène, etc. Enfin, taux d'oxygène. Où là, il y a eu beaucoup plus à ça. Ouais. Il y a eu des avancées significatives, même s'il y a peut-être une marge d'inexactitude dans quand on prend la tension avec une montre connectée. Moi, j'ai un petit doute quand même. Hein. Mais t'as raison sur l'oxygénation, etc. C'est le taux d'oxygène dans le sang, etc. On l'a vu par exemple récemment avec les machins qu'on pince sur le doigt. Hein, c'est le même principe, hein, ça fonctionne avec de la lumière, enfin je vous passe les détails, et ça montre une certaine efficacité effectivement. On peut peut-être passer à la suite, passons à la suite. Avec la lettre G, comme Google, Xavier, Google Photos, c'est la fin. Enfin, non, c'est pas la fin. C'est pas fini. Mais c'est vrai que ce côté, on comptait plus le nombre de photos qu'on mettait dessus parce que c'était automatique, parce que notre smartphone faisait ça automatiquement. On se rendait même plus compte que c'était gratuit. C'est fini. La fête est finie, ouais. La fête est finie. Donc c'est Google qui avait annoncé déjà depuis quelques mois la fin du stockage illimité. Alors illimité, en tout cas avec un niveau de qualité qui est assez élevé. Donc Google change les règles de Google Photos. Donc depuis le 1er juin 2021, cette gratuité en illimité est terminée. Ce qui veut dire que quand vous allez maintenant rajouter des photos en haute qualité, eh bien, ça va faire partie de votre quota total pour votre compte Google qui est de 15 gigas par défaut. Alors, Google a mis fin à cette option parce que ça leur coûte tout simplement trop cher. En fait, ils ont maintenant plus d'1 milliard d'abonnés avec 28 milliards de photos qui sont sauvegardées chaque semaine dans Google Photos, avec de plus en plus de vidéos également. Et donc ils ont dû mettre un terme à ça. Enfin, en tout cas, ils l'ont fait. Les données qui sont déjà publiées, même en haute qualité, ne seront pas comptabilisées dans ce fameux quota de 15 gigas par défaut. Donc ce n'est que pour les données qui sont après le 1er juin et c'est valable pour
tous les utilisateurs de Google Photos, à l'exception de ceux qui ont un appareil de Google, comme le Google Pixel par exemple. Même les anciennes versions. Alors, l'option, comme j'ai dit, elle est valable pour, cette nouveauté, c'est pour tout le monde. Si on veut avoir plus de stockage, il faut passer par un compte Google One, qui va vous donner, par exemple, 100 gigas, pour 19,99 € par an, ou alors 2 Tera à 99,99 € par an. Il y a d'autres options, mais c'est juste pour vous donner une idée, de ce que ça peut coûter. Oui. Alors, on a évidemment maintenant des alternatives auxquelles on va pouvoir se tourner pour contrer ça, puisque bon, on s'était familiarisé à ça. Au bout d'un moment, on nous a laissé jouer avec ça et puis on nous retire les jouets des mains. Eh bien, on doit chercher des autres pistes. Alors, pour ceux qui chercheraient des solutions, vous pouvez par exemple utiliser Amazon Photo, qui est illimité pour les clients Amazon Prime. Hein. Pour rappel, Amazon Prime vous coûte 49 € par an et vous donne tout un tas d'avantages liés à Amazon, par exemple la livraison prioritaire sur Amazon, par exemple l'accès à Amazon Vidéo et des choses comme ça. Donc 49 € par an et vous avez un accès illimité pour le stockage de vos photos. On a également MS OneDrive qui coûte environ 100 gigas pour 2 € par mois, par exemple. Dropbox aussi, qui est une autre solution de stockage dans le cloud avec 2 Tera pour 10 € par mois. Il y a d'autres solutions encore comme Flickr, évidemment Apple iCloud, mais c'est plus compliqué quand, comme moi, on a un PC ou un smartphone Android, hein, puisque c'est une solution qui est vraiment propre à Apple. Et alors, on a des solutions qui sont plus locales. Donc, si on veut éviter les GAFA, etc., ben, on peut s'équiper d'un NAS. Alors, j'en parle souvent, mais par exemple, chez moi, j'ai un NAS Synology auquel j'ai combiné une application. Avant, ils avaient PhotoStation, mais ils ont une nouvelle application qui s'appelle Moments et qui est vraiment une copie conforme de Google Photos et que quand vous l'installez sur votre smartphone, eh bien, automatiquement aussi, toutes les photos que vous prenez vont être synchronisées exactement comme le faisait Google Photos. Et puis Google met quand même à disposition un logiciel qui s'appelle Takeout pour permettre aux personnes de récupérer toutes les photos qu'ils ont stockées par le passé dans une archive au format zip et donc pour pouvoir récupérer tout ça. Alors ça peut prendre plusieurs jours apparemment si vous avez vraiment stocké une multitude de photos, puisqu'il y a des personnes qui ont stocké vraiment des terras de photos. Donc vous pouvez vous attendre à avoir une archive assez volumineuse, mais c'est une possibilité et c'est simplifié par cet outil Takeout. J'aurais pu vous le montrer, mais je suis pas connecté sur mon compte Google. Il faut être connecté sur son compte Google pour avoir accès à l'application de Google, ce qui est souvent le cas par ailleurs, il faut le reconnaître. Mais l'histoire du NAS, c'est vrai que c'est une solution quand on a un NAS, évidemment. Il faut rappeler que le NAS doit être évidemment connecté à Internet, qu'il doit rester allumé, sinon ça sert à rien du tout. Et alors, on perd aussi ce petit avantage qu'on a quand on propulse nos photos dans le cloud, c'est que s'il y a un accident à la maison, un accident domestique bête et méchant, simplement la coupure d'électricité ou la foudre qui pervertit le matériel informatique tel que le NAS par exemple, ou au pire l'incendie, des choses comme ça, là, les photos sont perdues. Tandis que le cloud, si c'est pas chez VH, ça va. Le NAS ne dispense pas d'une sauvegarde. C'est ça. Oui, c'est ça. Le NAS... Il faut faire ces sauvegardes en plus du NAS sur soit un autre NAS qui serait situé ailleurs, soit dans le cloud, mais on peut faire une sauvegarde dans le cloud qui est d'une part chiffrée pour que vraiment elle soit inaccessible à n'importe qui, et même si demain par exemple Amazon se faisait hacker et que quelqu'un récupérait toutes les données, mais si vous le stockez en chiffrant les données, ça sera déjà beaucoup plus compliqué, et le coût d'un abonnement à Glacier, par exemple, qui permet du stockage vraiment de volume à un niveau tarifaire qui est quand même relativement bas, n'est pas comparable avec ces autres solutions.
Donc voilà, des solutions existent, ça mériterait un hors-série à l'occasion pour rentrer peut-être dans plus de détails, parce que je sens que la question va se poser, comment est-ce qu'on installe le truc dont vous avez parlé avec le NAS et les photos, machin, etc. Ça, je l'entends d'ici, c'est vrai qu'on a un hors-série, on en a même plusieurs qui traitent d'ailleurs des NAS et en particulier des Synology. Si vous cherchez dans nos archives, vous les trouverez sans difficulté. Et encore aujourd'hui, plusieurs années plus tard, on a des questions qui reviennent régulièrement. On essaye d'y répondre, mais c'est pas toujours évident, on comprend pas toujours la question. Donc il faut déjà décrypter la question et puis après on répond si c'est possible. Mais voilà, donc on s'attend à avoir ce type de questions. Je sais pas si de son côté David avait quelque chose à rajouter sur ce sujet, par exemple de stockage de photos, mais d'autres choses aussi. Ben pour le sujet ici, en fait, l'abonnement Google One s'appelait avant l'abonnement Google Drive. Donc, les gens qui payaient un abonnement Google Drive, il faut pas s'inquiéter. Ils ne doivent pas avoir un autre abonnement séparé. S'ils ont un abonnement Google Drive de 2 terabytes, ben, ils ont 2 terabytes. En tout global quoi, c'est ça. Pour leurs emails, pour leurs fichiers, pour les photos. Voilà, c'est le seul truc que je voulais rajouter. T'as bien fait de le dire, effectivement, et si vous, de votre côté, vous avez des informations ou des idées d'alternatives, parce que je sais qu'il y a eu plusieurs organes de presse, c'est une revue de presse qu'on vous propose, donc autant le dire, plusieurs sites technologiques qui ont fait des articles traitant du sujet et proposant d'autres alternatives que celles exposées ici. Forcément, c'est pas la seule. Dans le logiciel libre, il existe aussi des choses, je pense, qui permettent aussi de sauvegarder de manière automatique ou semi-automatique les photos que vous prenez avec vos smartphones. On peut passer à la suite. La lettre I comme Intel. David, on parle d'un nouveau NUC. Rappelons ce que c'est un NUC également au passage, David. Oui, le NUC, ce sont des mini-PC, donc ça veut dire Next Unit of Computing. Au début, quand ils ont sorti les premiers NUC, c'était des petits boîtiers, je pense c'était 10 x 10 cm et 5-6 cm de hauteur. Et ici, ils ont sorti leur nouveau, ils ont annoncé au Computex leur nouveau modèle, le NUC 11 Extreme Beast Canyon, qui est assez monstrueux question taille. Ce n'est plus le petit boîtier discret. C'est une demi-tour. Au niveau design aussi, il est monstrueux, je trouve. Oui, c'est ça. Mais c'est l'équivalent pour ceux qui nous écoutent. Vous voyez ce qu'est une tour PC habituelle. Ben vous la coupez en deux au milieu, et vous avez ce qui n'est plus vraiment un NUC. J'ai l'impression que c'est une demi-tour quoi. Allez, demi-tour. C'est une demi-tour. Oui. Et qui permet cette fois-ci d'avoir une carte graphique de taille complète dedans, évidemment à condition de savoir s'en procurer une, ce qui n'est pas évident pour l'instant. Allez voir les épisodes précédents. Oui. Et donc voilà, ça permet de mettre une carte graphique de taille entière, et ils disent n'importe quelle carte graphique, donc probablement même les RTX 3090, qui sont assez imposantes. Et pour rappeler, parce que l'ancien NUC 9 Extreme avait déjà un boîtier pas aussi grand que ça. Lui ne permettait qu'avoir que des cartes graphiques qui ont 20 cm de long, mais était déjà assez monstrueux. Et une particularité, c'est qu'au lieu d'avoir une carte mère, je veux dire horizontale par rapport au boîtier, ça ressemble un peu à une carte graphique. C'est une carte qui est enfichée dans un slot PCI qui contient le processeur, la mémoire et tout ça dessus. Ici, donc, ça sera les séries H des processeurs de 11e génération qui seront disponibles en version Core i5, i7 et i9. La série H, pour rappeler, c'est les tout derniers versions des processeurs Intel qui supporteront normalement, à vérifier avec les spécifications quand le produit sortira effectivement dans le commerce, le PCI Express 4 et le Wi-Fi 6E. Voilà, à confirmer. Moi, je me rappelle que les premiers NUC, si je dis pas de bêtises, ça correspondait bien à un certain besoin des gamers
qui à l'époque se déplaçait dans ce qu'on appelait les game assembly et allait se connecter, aller dans une grande salle, venait avec son ordinateur sous le bras, c'est pas un ordinateur portable parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur portable avec des cartes graphiques suffisamment puissantes et suffisamment robustes que pour supporter les jeux vidéo, et partaient donc avec leur tour ou leur NUC s'ils avaient un peu de sous, et que voilà, c'était beaucoup plus transportable, on va dire, pour aller jouer en réseau dans des grandes salles. Ça remonte à il y a quelques années maintenant, mais c'est la raison pour laquelle, quand on parle de ce genre de machine, eh bien effectivement, si on peut se poser la question de pourquoi mettre une carte graphique, pourquoi autant de puissance dans une si petite machine, c'est la raison initiale est restée la même. Ça reste quand même des machines entre guillemets de guerre assez puissantes. Le NUC de manière générale, c'est beaucoup de puissance dans un contenant relativement condensé. Et il est de moins en moins condensé, le contenant, pour le coup. Je suis assez sceptique dans le sens que les gamers de haut niveau et les personnes qui sont vraiment qui veulent avoir une machine au top, ils vont avoir une tour complète, et ça ne la dérange pas de transporter une tour complète s'ils vont dans une salle pour faire du réseau. Ils ont des systèmes de refroidissement liquide. Même les processeurs maintenant d'origine, on a des kits de refroidissement liquide, ce qui n'est pas possible ici dans un boîtier de cette taille-là. De plus, il y a quand même des produits compétitifs qui contiennent des cartes graphiques, des RTX 2080, des 3070, 3080. Ouais. Donc voilà, je veux dire, c'est sympa. Ça risque d'être très cher, mais je ne sais pas si ça a vraiment sa place. Ce n'est pas comme le NUC de 7e génération. Moi, j'en ai un, donc l'équivalent du NUC extrême, mais qui avait une taille très raisonnable. Je pouvais le mettre dans mon sac. C'est plus petit qu'un laptop. En fait, ça a la même taille que son alimentation. Oui, c'est ça. C'était un peu ça l'idée. Ce que je disais, il permettait de piloter. Oui, vas-y. Termine, vas-y. Oui, je disais, il permettait de piloter 6 écrans. Il avait une carte graphique d'assez bon niveau, pas de top niveau intégré. Oui, non, ce que je disais, c'était qu'il fallait remettre ça dans son contexte. Je parle des premiers NUC d'il y a une quinzaine d'années, pas de là maintenant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des ordinateurs chez Asus, par exemple. Ils ont des ordinateurs portables relativement bien équipés qui permettent de jouer en réseau, de jouer dans toutes les positions. Alors, je tiens à préciser que quand on dit le NUC, c'est bien le LE, l'article, puis NUC derrière, pour ceux qui pensent qu'on est en train de parler d'un truc et donc ici, en l'occurrence, c'est le NUC qui en a des grosses patates. Voilà. Parce qu'un NUC de 8e génération, c'est déjà compliqué en soi. Oui, on comprend pas bien comment c'est possible. Il s'est passé un truc, ou alors on a congelé des trucs au départ et puis voilà. Mais donc voilà, pour être précis, parce que on va encore nous reprendre en disant oh là là, vous ne parlez que de ça, machin, etc. Non, on ne parle pas que de ça. On y pense beaucoup, mais on parle pas que de ça. Allez, on passe à la suite. La lettre Q, comme j'ai rien dit. On parle pas que de ça. Comme le NUC, comme le Quick, mais pas le Quick. Alors pas la chaîne de fast-food que certains ont pu connaître sans doute. Quick, Q-U-I-C, David, c'est un protocole en l'occurrence. Oui, mais c'est quand même moi qui viens en parler. Oui. J'ai dit David, alors que je pensais... C'est marrant, je pensais Xavier et j'ai dit David. C'est bizarre. C'est le cul qui t'a perturbé. Hein. C'est ça, voilà. Donc, en fait, c'est un nouveau standard, alors nouveau entre guillemets, mais c'est devenu un standard pour Internet qui a été publié par l'organisme américain Internet Engineering Task Force, donc l'IETF, qui a ainsi officialisé une technologie qui a été créée en 2013 par Google. Alors le Quick, ce sont les initiales de Quick UDP Internet Connection, qui était à la base une extension expérimentale qui a été développée et disponible sous Chrome. Alors c'est un protocole qui est de niveau 4 comme le TCP qu'on connaît bien, le TLS pour les connexions sécurisées, et dont le but en fait est de réduire le nombre d'allers-retours qui est nécessaire entre le client et le serveur pour établir une connexion. Et donc, si le client a déjà visité le site, il va pouvoir directement envoyer des données au serveur sans passer par une phase de négociation de connexion préalable. Et donc, la vitesse, concrètement,
On va pouvoir passer, par exemple, de 100 millisecondes pour le TCP ou bien 200 millisecondes pour le TCP avec TLS, donc avec la couche de sécurité, ou même 300 millisecondes si jamais on n'avait pas encore visité le site, à 0 ou bien 100 millisecondes si jamais visité. Donc il y a quand même une différence qui, à la longue, pour tous les échanges et sur toutes les pages qu'on va visiter, est sensible, puisque voilà, si on est sur un smartphone ou même un autre type d'appareil, ben voilà, quelques dixièmes de secondes font une différence quand c'est multiplié par toutes les données qu'on peut voir transiter. Instantané, je comprends pas comment c'est possible. Déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de besoin de retour pour établir la discussion, si tu veux, entre le serveur et le client. Donc la connexion se fait instantanément, entre guillemets. Alors tu auras toujours un délai propre à la distance. Donc, mais sur les réponses, l'interrogation, voilà. elle ne prendra pas de temps. L'échange en lui-même, ne prendra plus autant de temps. Ok. Voilà, donc c'est une technologie qui pourrait devenir tout à fait un standard et finalement remplacer le TCP ou le TLS comme je l'ai dit. Et donc on peut, alors c'est pas l'usage n'est pas pour Monsieur Tout le Monde tout de suite maintenant non plus, c'est plutôt pour l'industrie, pour les entreprises en interne, pour leur réseau interne et des choses comme ça. Mais on parle de solutions client-serveur, donc ça peut être dans des cas où on a besoin d'applications qui sont vraiment très, j'ai pas envie de dire responsive parce que c'est pas le bon terme, mais très réactives plutôt. Oui. Mais je pense que tout ce qu'on développe à la base pour des entreprises ou des besoins assez élevés, au final bénéficie à monsieur et madame tout le monde. Et donc si effectivement c'est efficace et que c'est sécurisé, il n'y a aucune raison qu'à terme ça ne devienne pas le standard pour monsieur et madame tout le monde. Parce qu'on sait qu'il y a les enjeux, alors bon, ça a peut-être rien à voir, mais les enjeux de la 5G par exemple, qui est très prometteuse parce que grosse bande passante, etc. Ça, allié à ce type de protocole, ça renforce encore l'intérêt pour la 5G et ce côté, parce que là on va avoir besoin d'instantanéité puisqu'on parle quand même de voitures, enfin d'éléments pilotés à distance et des choses comme ça, enfin des choses qui demandent vraiment de la réactivité quasiment instantanée. Donc là j'imagine que ce genre de protocole, ça va rentrer en ligne de compte dans un avenir relativement proche du coup. Oui, bien sûr. Et puis dans les applications, par exemple, boursières ou ce genre de choses, où on parle maintenant parfois d'échanges en millisecondes, ben voilà, ce genre d'évolution va vraiment avoir un impact. Tu vois, David, ça veut dire que tu ne lagueras plus. Mais c'est d'ailleurs ces applications boursières qui ont financé les câbles transatlantiques parce que chaque milliseconde a son importance pour le trading et pour réagir plus vite que les autres. Oui. Moi je trouve que c'est très intéressant parce que quand on parle de latence sur Internet, qu'on dit la vitesse de ping en millisecondes, ça n'a rien à voir avec la connexion. Ici la connexion, il y a une connexion normale en HTTP, c'est je pense 5 transits. Donc si on a un ping comme moi vers l'Europe de 180 millisecondes, ça veut dire 90 fois 2, ça fait 90 fois 5, ça fait 450 millisecondes, ça fait une demi-seconde, ça se sent quand même. Maintenant, si c'est négocié sur une page HTTPS, la négociation SSL va prendre autant, donc ça va faire 0,9 secondes de temps de connexion. Et là, ça se sent. Là, oui, c'est clairement, c'est là, sur toutes ces applications-là plus spécifiques, on va dire, il y a des applications pour lesquelles on s'en fout un peu, qu'il y ait un peu de délai. Il faut être honnête. Mais sur des prises de commandes à distance. Je prends un exemple, la chirurgie à distance, par exemple. On voit ça maintenant, les robots, on voit ça dans les salles d'opération où les médecins sont devant une machine, tiennent des espèces de manettes. C'est pas un jeu. Lâchez la vésicule biliaire de Monsieur Charles. Et donc peuvent comme ça opérer à distance. On a besoin évidemment de fiabilité sur le réseau, ça c'est un fait évident, et de réactivité aussi. C'est épongé, Myriam. Voilà, de ce genre de choses là aussi, ça fait partie. Enfin, la réactivité, c'est de la sécurité aussi, quelque part. Et puis t'as plein d'applications en temps réel et ce genre de choses, mais il y a chaque fois il y a rien à faire. Il y a chaque fois des transactions qui se font. Si à chaque fois ici tu gagnes des millisecondes, en fin de compte, tu as des applications qui vont devenir beaucoup plus réactifs. Oui, le gaming dans le cloud par exemple, pour
parler Par exemple. de choses comme ça. Ok, parfait. Bah voilà, bonne chose et bien expliqué. Mais Merci beaucoup. le gaming utilise déjà pas mal l'UDP. Une fois qu'on est dans la session de gaming, c'est de l'UDP, donc c'est le même principe où il n'y a pas tous ces échanges supplémentaires et où on a vraiment un temps de réactivité plus rapide. Donc, une fois que c'est établi, le gaming va pas vraiment en profiter, je pense. Ok, d'accord. Oui, parce que là, une fois qu'on est dans le jeu, enfin qu'on a déjà initié la connexion, on change de protocole et on ne voit pas. Voilà. Okay. Bon. Affaire à suivre. Vivement que ça arrive. On avance à une vitesse aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais on était déjà à la lettre V après seulement 44 minutes d'épisode, c'est dingue. V comme Vénus, David, la NASA va lancer 2 nouvelles missions vers Vénus, c'est plus arrivé depuis des dizaines d'années, ça par contre. Tout à fait, donc la NASA prévoit d'avoir 2 nouvelles missions vers Vénus d'ici 2030, la mission DaVinci Plus et Veritas. La mission Veritas devrait être lancée en 2028, ce qui est prévu. Son but sera d'orbiter autour de Vénus pour cartographier sa surface en haute résolution, faire une topographie en 3D et essayer de confirmer s'il y a une tectonique des plaques et du volcanisme toujours actif, ainsi que de détecter s'il y a éventuellement de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. 1 an plus tard, donc pas longtemps après, sera lancé DaVinci Plus, qui, elle, cette sonde-là ira dans l'atmosphère de Vénus. L'intérêt, pour le rappeler, pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui ne le savent pas, l'intérêt pour Vénus a été relancé l'an dernier suite à la découverte de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et la phosphine est un élément qui est principalement créé par des organismes vivants. Et apparemment, ce n'est pas qu'une théorie fantaisiste, parce que la NASA envoie 2 sondes pour essayer de tirer les choses au clair. Après plus de 30 ans. Donc la dernière sonde qui a été envoyée, c'était Pioneer en 1978. C'est la dernière sonde qui a été dans l'atmosphère de Vénus. Il y en a eu d'autres qui sont passés tout près, qui ont pris des photos, il y a déjà une cartographie qui a été faite en moins haute résolution. Mais donc c'est un retour sur Vénus après fort longtemps. Et donc, on aura des résultats quand tu as dit, il faut le temps que la sonde arrive, hein, donc ça va prendre un petit peu de temps, hein, il va y avoir des délais. Oui, à mon avis, ça sera vers 2030, quelque chose comme ça. Il parle d'un lancement en 2028 et en 2029, oui. Et il parle de missions d'ici 2030. Maintenant, les missions sur Mars, je pense que les dernières, ils ont réussi à y aller en 11 mois, quelque chose comme ça, si je me trompe pas. J'ai pas oui, sans doute, oui. Donc voilà, d'ici une petite dizaine d'années, on aura des nouvelles de Vénus. c'est ce qu'il faut, voilà. C'est ce que je retiens en tout cas. Donc, mais c'est bien de relever ce genre d'informations parce que on a souvent l'impression, effectivement, quand on parle d'espace, que pour le moment, c'est Elon Musk de son côté avec sa capsule Crew Dragon, c'est les Chinois et la Lune, c'est Elon Musk et un hypothétique voyage humain vers Mars d'ici quelques années, et on pense que ça reste dans cette sphère-là. J'oublie aussi la station spatiale chinoise en voie de construction. Mais il y a aussi d'autres projets, d'autres programmes qui continuent à être financés et à être menés, comme ceux de la NASA par exemple. C'est bien aussi de le rappeler parce que voilà, on ne s'arrête pas en si bon chemin. J'ai envie de dire, il y a des choses à faire aussi. C'est tellement grand, c'est tellement vaste. Il y a certainement des choses à faire. Une chose qui est assez... Oui. Vas-y. Une chose qui est assez importante ici, on va se dire pourquoi aller sur Vénus, il fait chaud, on ne saurait pas y survivre, mais en fait c'est que Vénus et Mars et la Terre sont les 3 planètes qui sont dans ou à la limite où ont été dans la zone habitable autour du Soleil. Et donc les scientifiques aimeraient bien de comprendre pourquoi est-ce que Vénus était probablement dans le passé une planète
possiblement habitable, et aujourd'hui se retrouve avec 480 degrés en surface, avec des nuages acides sulfuriques. Et ça peut avoir un enjeu environnemental et de comprendre comment les choses peuvent évoluer également sur la Terre. Alors je te parlerai des Vénusiens, les habitants de Vénus, qui ont construit à un moment donné, on ne sait pas très bien ce qui leur a pris, ils ont construit des usines, des centrales au charbon, des voitures, ils ont consommé comme des gorées, et à un moment donné, ils n'ont pas pu s'arrêter. Et puis voilà, ils en sont là. Voilà. Et ils ont miné du Bitcoin. Et ils ont miné des Bitcoins à mort, oui c'est ça. Les Martiens surtout, les Vénusiens, ils étaient plutôt Ethereum, mais voilà, c'est peut-être ça, on ne sait pas, si ça se trouve, c'est peut-être ça notre avenir, d'ici quelques dizaines d'années, on va dire. Xavier, tu voulais rajouter quelques générations de nuques d'ici là. Oui, c'est ça. tu voulais rajouter un truc intelligent? Non, moi juste, ce sont toujours des news qui m'épatent, me dire qu'on arrive à lancer des engins comme ça à des millions de kilomètres. Je suis toujours comme un gamin face à ce genre de news, parce que aujourd'hui, pour certains de nos enfants, ça devient le quotidien. Oui. Mais quand on se rend compte qu'on n'arrive pas encore à atteindre les plus grandes profondeurs parfois c'est un reproche, dans l'océan, ou que c'est plus compliqué. Certains amoureux de la Terre reprochent justement d'avoir, et depuis longtemps, de surfinancer quelque part la recherche spatiale. Du temps de la guerre froide, c'était un peu le cas, avant d'avoir réellement exploré toutes les richesses de notre propre planète, déjà chercher à aller plus loin, plus haut, etc. Enfin, ça c'est dans la nature. Oui, alors tout ça c'est discutable, mais les technologies qu'on développe pour arriver à faire ces choses-là, elles nous permettent aussi de développer d'autres choses sur Terre. On sait que, par exemple, la recherche spatiale, c'est ça qui a permis de développer, par exemple, les couches culottes ou des choses comme ça. Donc, il y a des technologies vraiment... Voilà, mais donc, il y a tout un tas de technologies qu'on utilise aujourd'hui au quotidien, qu'on ne sait pas, qui arrivent directement de ce genre de recherche. Et puis, voilà, moi, je reste épaté par ce genre de solution. Alors, oui, ça pourrait sauver des vies, l'argent qu'on y met, etc. Il y a plein de choses, mais c'est vrai pour tellement de choses que... Oui, non, mais ça reste des prouesses technologiques et des proof of concept entre guillemets qui sont tout à fait parlants et qui permettent effectivement de faire sans doute avancer des choses aussi chez nous sur le plan médical par exemple. Je pense on n'aura jamais fait le compte de tout ce que la station spatiale internationale aura pu apporter comme enseignement et donner à des scientifiques qui en avaient besoin pour faire avancer la science par exemple, entre autres choses. Donc voilà, la raison aussi pour laquelle les technophiles que nous sommes s'intéressent aussi à la conquête spatiale, conquête, entendons-nous, l'exploration spatiale, on va dire. David, oui. Il y a une volonté réelle de coloniser d'autres planètes. C'est qu'en fait, on sait que statistiquement, la Terre sera frappée par une météorite, que ce soit dans 1000 ans ou dans 10 000 ans, ça arrivera. C'est quasiment inévitable. Et aujourd'hui, on ne sait pas envisager aucune solution pour pouvoir intercepter et empêcher un astéroïde d'une certaine taille. Dans certains films, ils arrivent à le faire, mais oui, c'est ça. Et ça pourrait entraîner la destruction de l'humanité du jour au lendemain. Tandis que si on colonise d'autres planètes, on met pas tous les œufs dans le même panier. Voilà. Ouais. Ça me fait penser à ce... C'est le cas de le dire. Ça me fait penser à ce dessin de presse qui m'a toujours fait gentiment sourire, mais ça me fait même rire quelque part parce que c'est bien trouvé. Ce sont deux dinosaures qui regardent passer une étoile filante et l'un dit à l'autre « Make a wish ». Et voilà. Bon, allez, on passe à la suite. La lettre W. Ah bah tiens, la lettre W, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un oui mais non dans un épisode des technos. Le oui mais non, je le rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ou je le dis à ceux qui ne le savaient pas, le oui mais non, c'est l'information technologique un peu improbable, rigolote, qui sort de l'ordinaire. C'est un oui mais non, et David nous en a trouvé un. Je pense Xavier. Non. Donc moi c'est Xavier. Décidément, c'est incroyable. Donc je sais pas, je dois coller des post-it sur mon écran, je crois.
Je me fais vieux. Mais voilà, Xavier. Vous avez vu, j'ai fait un effort. Hein. J'ai essayé de vous trouver un oui mais non parce que c'est vrai. Oui, mais t'as raison. Mais j'en avais un autre en réserve au cas où, une histoire de vache. J'en ai vu d'autres passer, mais voilà, j'avais déjà repéré celui-ci. Sam, qui est Sam ? Alors Sam, c'est l'assistant virtuel de Samsung qui va probablement remplacer Bixby, qui est l'actuel avatar virtuel de Samsung. Mais donc le constructeur coréen qui a appelé cette nouvelle assistante virtuelle Sam ne s'attendait pas à déjà faire le buzz avant même que l'assistant virtuel soit public, puisque c'est le studio brésilien Lightfarm qui aurait laissé fuiter le 1er juin, donc il y a 2 jours, des rendus 3D de ce nouvel avatar. Et dès la fuite de l'avatar, en fait, il y a des internautes qui se sont emparés des images, qui les ont un petit peu modifié, parodié, pour en faire un sex symbole, voire bien pire, puisque sur Twitter et Reddit, il y a plein de contenu pornographique qui est dérivé déjà de cet assistant. Le nombre de requêtes sur Samsung Assistant combiné par exemple au mot-clé NSFW qui est pour Not Safe for Work. On a aussi Rule 34 qui est un mot-clé qui désigne en fait le fait que si ça existe, en gros il y a du porno à propos de ça. Donc c'est une règle imaginaire aux États-Unis qui dit que voilà, tout ce qui existe est lié à du porno. Et donc les recherches qui concernent Samsung avec l'assistant et les termes porno, ou bien NSFW ou Rule 34 ont vraiment explosé sur Twitter et Reddit. Et donc ils ont fait le buzz un petit peu bien malgré eux ou pas, parce que bon voilà, ils ont fait un assistant qui est un petit peu mignon comme ça, gentiment, mais ça a été très très fort dévié. Et donc on en parle beaucoup pour le moment. Donc voilà, si vous voulez faire des recherches sur des mots-clés un petit peu sympas et trouver des trucs sexy ou pas du tout sexy, et même plutôt choquant pour certains, eh bien voilà, faites-vous plaisir. Il faut un téléphone Samsung alors. C'est seulement si tu veux les vibrations avec. Oui, c'est ça. Mais de nouveau, enfin voilà, ce sont les dérives du web qu'on connaît bien maintenant. Effectivement, il y a déjà quelques liens qui sont proposés par Numérama dans l'article que tu as sélectionné, qui sera forcément, comme toutes les sources dont on se sert dans ce podcast, vous les trouverez évidemment sur notre site lestechno.be ou dans la description de la vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, à aller cliquer dessus et faire vos propres recherches, faire votre propre expérience de la chose, oui. Je suis certain que ceux qui veulent trouveront, hein. Il n'y a aucun problème. C'est pour ça que je n'insiste pas. Effectivement, je pense que ça va être... Alors moi, parce qu'on a un peu de temps, on a pris un tout petit peu d'avance, on va pas prendre de retard non plus, hein, soyons clairs, mais j'avais trouvé un truc, moi, que j'ai pas sous le coude ici, mais c'est l'histoire d'une vache. Ah ouais, voilà, c'est le même site qui proposait, ils sont sinon spécialistes du domaine, dirait-on. C'est un masque pour vaches, pour capturer les gaz à effet de serre générés par les rototos des vaches, parce que les vaches font des rototos, parce que quand elles ruminent, à un moment donné, il faut bien que ça sorte, et donc c'est bourré de gaz, et ce gaz est nocif pour notre planète, et en particulier pour voilà, c'est du méthane quoi, en gros, voilà. Et donc ils ont inventé un masque. Rototo, c'est quoi? Un rototo, c'est quand c'est un ro, tu vois, un renvoi. Voilà, c'est un renvoi. Voilà, c'est un renvoi. En gros, il y a 2 trous possibles. Hein. Il y a la bouche et puis le cul. Et voilà, voilà, c'est ça. Merci pour cette image d'un coup. Mais ici, on était dans les vaches. Hein, donc, voilà. Et donc, c'est un masque, un petit peu à l'image des masques que nous portons tous aujourd'hui quand on doit rencontrer des gens, aller en rue, prendre des transports en commun, etc. Les vaches ont leur masque aussi. Voilà. Il paraît que les comment gaz... elles broutent alors ? Alors ça, c'est un masque très, très étudié qui leur permet de continuer à brouter. Voilà, il faut l'imaginer. Vous tapez simplement ça dans Google, à mon avis, hein, Raw vache, masque. NSFW. Non, ça je ne veux pas.
donc voilà, et il y a des images et des schémas, il y a tout ce qu'on veut. En fait, c'est un masque qui vient par-dessus. Vous voyez le museau de la vache, ça vient par-dessus le museau de la vache et ça vient capter les gaz au-dessus de la bouche et des narines de la vache. Je sais pas si la vache fait des rototos. Une sorte d'aspirateur, quoi. C'est ça, une espèce de oui, c'est ça, de ramasse-miettes, mais pour gaz. Un aspirateur devant et pas derrière, en fin de compte. Mais c'est ça que je comprends pas. Mais oui, parce qu'il y aurait peut-être, si tu récupères ces gaz, tu peux peut-être te chauffer l'hiver, machin, etc. Deux bonnes vaches, t'as du lait, t'as du gaz pour te chauffer ou pour le barbecue. Il y en a certains, ils sont contents avec deux vaches, hein. Oui, c'est ça. Mais bon, voilà, ça aurait pu être aussi, comme ça on a expliqué jusqu'au bout de l'idée, hein, on était jusqu'au bout de l'idée, ce que peut être un oui mais non, quand on vous propose un oui mais non. Si vous aimez les oui mais non, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à partager avec nous les informations qui vous viennent comme ça et que vous considérez être des oui mais non, partagez-les avec l'équipe et on se fera peut-être, si ça nous a fait rire, et si c'est vraiment un oui mais non, surtout, on se fera peut-être l'écho avec le restant de l'équipe si vous voulez bien. Voilà qui conclut donc une fois de plus un épisode des Technos, le 308. On s'achemine tout doucement vers la période estivale. Il va y avoir quelques petits changements pendant l'été, vous le savez, on réduit un petit peu la voilure, on se calme un petit peu parce qu'on a besoin de repos, nous aussi, malgré tout. Et puis également, on prépare la rentrée de la saison suivante, qui sera la saison 8. On a encore quelques épisodes durant ce mois de juin avec le restant de l'équipe. Je pense qu'à peu près tout le monde va encore passer d'ici la fin du mois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous fixer rendez-vous pour deux choses. La première, c'est le bonus, parce qu'on a encore quelques news quand même en réserve, hein, je voulais quand même pas vous cacher ça. On a quelques news en réserve qu'on va vous proposer dans un bonus que certains vont pouvoir consulter tout de suite parce que le bonus est déjà là, ou plus tard, ce bonus ne durera que 15 minutes et vous pourrez en profiter quand vous voulez, comme ce podcast d'ailleurs. Et puis l'autre rendez-vous que je vous fixais, c'était simplement la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Technos. Merci tous les deux, on se dit à très bientôt et puis portez-vous bien, prenez bien soin de vous ainsi que des autres. Salut.